à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau témoignage des héroïnes du quotidien. Nous retrouvons Sylvie Allegrini qui, après un long et riche parcours de travailleur social et d'enseignante en France et à travers le monde, nous raconte avec passion comment elle en est venue à s'investir sur une alimentation saine et durable au travers de l'association Tout Jardinier et de l'enjeu que représente la sécurité sociale alimentaire. On l'écoute. Je suis Sylvie Allegrini, j'ai 62 ans. Bientôt. C'est difficile de décrire un parcours de vie de 62 ans. On va commencer par la famille. Vous êtes déjà née où ? Je suis née dans l'Eure, dans le département de l'Eure, à Passy-sur-Eure. Je suis normande d'origine. Je suis née dans une famille d'ouvriers avec un père très engagé sur la question des droits de l'homme et la question de la justice sociale. Il faisait quoi, votre papa ? Mon papa était ouvrier. C'était un syndicaliste très juste, très sensible à tout ce qui pouvait être de l'ordre de l'injustice. Donc en fait, avec ma sœur, mon frère et moi, on a été élevés, on a baigné dans la question de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Comment on vit en société. Alors aujourd'hui, je mets des mots comme ça, mais quand on est gamin, on ne les connaît pas ces mots-là, mais on les sent. Et une maman ouvrière également, donc un milieu ouvrier. Dans quel style d'industrie ? Alors ma maman, elle a passé sa vie sur une chaîne de montage. Elle a travaillé 30 ans à monter des petits relais dans des lieux de travail pas du tout cosy. Voilà, avec beaucoup de bruit. Elle s'est détruite la santé. Je crois qu'elle est partie avant l'heure en raison de toutes ces questions de santé au travail. Voilà, et mon père aussi, donc ouvrier, on n'avait pas de gros moyens, hein, vraiment, mais on manquait de rien. Vous la décririez comment, cette famille ? Une famille tellement chaleureuse, tellement, je dirais, extrêmement protectrice. Et puis surtout avec des valeurs autour de la question du sport. Je me souviens de mes parents se relayer régulièrement pour qu'on puisse aller vers l'extérieur. On habitait en campagne dans un tout petit hameau, donc il n'y avait pas grand-chose pour la culture. Et en fait, c'était des heures passées à nous emmener à faire du sport et à s'engager dans la question associative. Et par le sport, on a découvert des choses extraordinaires. Donc vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite ? Carrément. Carrément tombée dedans petite. Moi, j'étais très attachée à ma famille, mais je n'étais pas du tout attachée à la Normandie. Je déteste la pluie. La pluie, le brouillard, et puis il me manquait quelque chose de l'ordre de la relation humaine, c'est-à-dire qu'on vit très dans les maisons, et puis c'est une culture particulière. Et voilà, je sentais que j'étais pas tout à fait à la bonne place. En sachant que du côté de mon grand-père, on était du Pays Basque et que je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir un petit peu ailleurs. Parce que le Pays Basque, il n'y a rien à voir. Dès que j'ai été en âge de voler un peu de mes propres ailes, après un baccalauréat, un BTS. Vous avez choisi quelle filière ? Au départ, j'ai choisi une filière administrative. Ça me plaisait pas du tout, j'ai failli me faire virer du lycée parce que j'étais pas à ma place, ça collait pas et je me suis très vite réorientée vers une formation d'assistante sociale. Et du coup, j'ai renoué avec toutes les valeurs de la famille. Enfin, j'ai pas renoué, j'ai continué. C'était un passage de flambeau, tout simplement. J'ai fait 3 ans de formation à Rouen, exactement à Cantleux. Et puis, j'ai commencé à travailler en tant qu'assistante sociale. Mais c'est pareil, ça c'est peut-être le fait qu'à la maison, on se disait toujours, on peut toujours faire autrement que ce qu'on a et comment on peut le transformer. Et ces études d'assistante sociale, elles étaient passionnantes, intéressantes, mais trop dans le cadre. Qu'est-ce que vous appelez le cadre ? En fait, quand on est travailleur social, on est quand même très formaté pour obéir à la loi, principalement. Et des fois, c'est un peu compliqué entre les situations qu'on rencontre et puis les injonctions des institutions. On est formaté pour aider les gens, bien sûr, mais quand même dans un cadre administratif un peu contraint. Et du coup, très très vite, je me suis dit que je ne serais pas assistante sociale à la sécurité sociale ou au conseil départemental. Et donc j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie travailler en Afrique. Alors racontez-nous cette période africaine. Ça, c'était mûri ou à un moment j'ai dit j'y vais, allez, je change ? Non, ça a été préparé en fait parce que tout simplement, ma 3e année de formation d'assistante sociale, on devait faire un stage très très long dans une institution.
Et là, j'ai dit non, je peux pas. Donc, j'ai regardé ce qui se faisait ailleurs. Et en fait, en Belgique, on travaillait de façon collective. C'est-à-dire que les travailleurs sociaux n'étaient pas formés à être une assistante sociale, un éducateur ou un animateur. On était travailleurs sociaux. Et après, on déterminait effectivement les lieux dans lesquels et les publics avec qui on voulait travailler. Donc, du coup, j'ai fait ma formation longue à Marcinelle, en Belgique. J'ai travaillé sur le quartier des Marolles, à Bruxelles, un quartier à l'époque extrêmement difficile, avec un taux de pauvreté et surtout beaucoup de gens hors de l'abri, hors du logement. Donc en fait, j'ai travaillé sur ces projets collectifs. Et c'est à partir de là, je me suis dit, ben non, ça, je peux pas revenir travailler en France, c'est pas possible. Voilà, ça remonte dans les années 87-88. Du coup, ça n'existait pas et j'allais me retrouver à travailler dans une institution. Ça, je voulais pas. C'est là que j'ai décidé de partir en collectif, travailler pour une association en Afrique. Alors, ça s'est passé comment, ce passage à la réalité africaine? En fait, j'ai quand même pu transposer ce que j'avais appris pendant plusieurs mois en Belgique, dans le sens où, en fait, c'est une vie communautaire. On vit collectivement, les bénévoles de l'association. Donc, il y a déjà une vie collective. Et puis après, j'ai eu la chance d'être nommée sur un projet européen. Donc, en fait, j'avais une homologue allemande et on travaillait pour le Fonds européen du développement. Et moi, j'ai eu aussi cette grande chance de travailler avec les groupes de femmes sur la question des périmètres irrigués. C'est aussi comme ça que je suis rentrée de plein pied dans la question de l'alimentation et la question de l'agriculture. J'étais au Sénégal sur une partie pas jolie du tout du Sénégal, la partie sur le fleuve, partie extrêmement désertique avec quand même beaucoup de manque au niveau de l'alimentation. Et mon boulot à moi, c'était d'écouter les femmes, de voir comment elles travaillaient sur leur périmètre irrigué et de les aider à améliorer un petit peu techniquement, parce qu'en fait, sur ce fleuve, il y a un énorme problème d'alimentation, parce qu'au moment de ce qu'on appelle la soudure, au moment où il n'y a plus du tout à manger et où les nouvelles récoltes ne sont pas encore là, et ben en fait, on a une vraie période de sous-alimentation dans tous les villages. On travaillait sur les périmètres irrigués de choux et de tomates. Et je me suis dit, mais pourquoi, en fait, elles n'arrivent pas à tenir la soudure? On s'est posé cette question-là. Et en fait, on a vu qu'au niveau de la manière de sécher les légumes, elles perdaient à peu près la moitié de la récolte parce que c'était très mal séché. C'était séché au sol, sur des nattes. Il y avait les ébus à côté, il y avait de la poussière, donc beaucoup de miasmes. Et en fait, beaucoup de jarres étaient perdus. Et je leur ai dit, écoutez, il y a une technique assez simple. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on ferait autrement. On va apprendre à sécher correctement les légumes pour que vous puissiez avoir un maximum, effectivement, de denrées au moment de la soudure. J'ai fait venir, parce qu'il faut imaginer qu'à cette époque, il n'y avait pas du tout de portable, que la seule manière de communiquer avec la famille, c'était les lettres, le courrier. Quand le courrier partait, donc une lettre, elle mettait à peu près 1 mois et demi, 2 mois à arriver. Et j'avais demandé, essayez de m'envoyer un maximum de très grands sacs noirs, des sacs poubelles. Voilà. De façon à avoir du noir et donc mettre les légumes à sécher. Et on avait fait des structures en bois de façon à ce qu'on puisse ventiler, que les légumes soient plus infestés par des miasmes et qu'on ait des récoltes qui soient super. Donc du coup, ça a permis aux femmes d'obtenir une meilleure santé, une meilleure alimentation pour les enfants et surtout une autonomie financière. Et j'ai découvert auprès des femmes sénégalaises la subtilité à pouvoir gagner son argent sans que les hommes en soient. Ça, c'était vraiment absolument magnifique. Vous ne seriez pas en train de nous dire que la femme a suffisamment de ressources pour arriver à le faire? Ah oui, complètement. Mais en fait, c'est un jeu subtil parce que tout le monde sait. Ça s'équilibre comme ça. Du coup, j'ai travaillé sur ces projets et j'ai dû arrêter de travailler sur ce projet parce qu'en fait, c'était en 89. Je me suis retrouvée sur un conflit de guerre entre la Mauritanie et le Sénégal. Parce que moi, j'habitais sur le fleuve. J'avais juste à traverser en barque et de l'autre côté, c'était la Mauritanie. Et donc, il y a eu un conflit assez grave entre les deux pays. Et tous les projets se sont arrêtés. La délégation nous a affectés sur le rapatriement des gens qui étaient massacrés de l'autre côté, qui arrivaient, qui n'avaient plus de famille, etc. Donc j'ai travaillé un peu avec l'UNICEF sur la question de l'organisation, tout simplement, des camps de réfugiés. Ça a été vraiment une sacrée épreuve, auquel moi, j'étais pas vraiment préparée. On a beau être travailleur social, rencontrer beaucoup de choses, beaucoup de gens avec des situations compliquées. Là, on était vraiment sur de la survie. On sillonnait un peu les villages pour récupérer les gens qui étaient en mauvais état, parce qu'en fait, en Mauritanie,
se trouvaient les Sénégalais qui étaient partis une dizaine d'années auparavant de l'autre côté pour faire du commerce. Quand il y a eu la guerre, ces commerçants sénégalais se sont fait effectivement chasser quand ils ont eu la chance de pouvoir repasser le fleuve, qui avait vraiment un déséquilibre profond, même sur l'accueil des familles d'origine, qui n'étaient pas toujours OK pour pouvoir les récupérer. En fait, on a eu vraiment sur le plan social des choses qui étaient compliquées. Vous avez vu des choses qui étaient quand même difficiles. Difficiles, très très difficiles, notamment pour les enfants, c'était très compliqué. Du coup, on passait notre temps à récupérer les gens et essayer de les ramener dans leur village et voir ce qu'on pouvait faire pour eux. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari. Alors cette histoire, c'est une belle histoire. Donc une rencontre En 89 jusqu'à aujourd'hui. On est toujours ensemble et on partage toujours les mêmes valeurs, les mêmes projets. Et toujours les yeux qui pétillent. Ah ouais, ça peut pas être autrement. Voilà, donc on est rentré du Sénégal. Ensuite, on est parti travailler. On est resté très peu de temps en France. Pareil, j'ai fait un boulot alimentaire pour pouvoir quand même un petit peu m'abriter et manger. Et puis on est reparti pour 6 ans sur l'île de la Réunion. Et là, sur l'île de la Réunion, donc mon mari travaillait pour la Chambre d'agriculture. Il travaillait avec les groupements sur l'organisation des groupements au niveau des champs de canne à sucre. Et moi, j'ai travaillé dans un premier temps sur un relais familial qui accueillait des mères et des enfants victimes de violences. Donc là, c'était vraiment un accueil d'urgence. J'avais une équipe de réunionnaises, pas du tout de formation de travailleur social, ni d'infirmier, ni rien. Donc il a fallu faire un gros travail rapide de formation. Vous êtes reparti dans un nouveau cycle mais où il a fallu tout reprendre à zéro. Tout reprendre à zéro. Et la Réunion fait que c'est une île tout à fait particulière. Vous en dites quoi de la Réunion, justement ? Probablement la plus belle île. Jamais être au même niveau que la Corse, au niveau de la beauté. C'est vraiment une île magnifique. J'ai beaucoup aimé les gens. C'est une culture complètement particulière. Pas du tout tournée vers la mer, c'est vraiment des gens très ancrés avec la terre. En touchant du doigt la question de la violence sociale, parce qu'il ne faut pas la nier, elle est très très présente. Quand on accueille des enfants et des mères qui sont complètement abîmés de la tête aux pieds. Voilà, c'est notre réalité. Mais bon, j'ai beaucoup aimé. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et en fait, au bout de 3 ans, le conseil départemental nous a enlevé les subventions parce qu'il y avait un changement politique. Donc en fait, le relais familial dans lequel je travaillais, il a fermé. Faute de sous. Pourtant, les problèmes sont restés. Les problèmes sont complètement restés. Donc, du coup, moi, je travaillais pour une structure hospitalière. Ce relais, il avait été mis en place un peu à titre expérimental. Et du coup, j'ai été rapatriée sur la structure principale. Et là, j'ai fait un tout autre travail. Je travaillais pour un foyer d'hébergement et d'insertion. Et là, mon boulot, il était... Alors là, par contre, c'était passionnant. J'étais plus dans la violence au quotidien. On était un peu sur autre chose. Et mon travail avec un collègue infirmier, c'était de reprendre un peu lien avec les patients qui étaient là depuis une 20aine d'années, complètement chronicisés, mais super bien. En plus, c'était beau, là où on habitait, où on travaillait, c'était absolument splendide. Donc eux, ils n'avaient pas envie de bouger, sauf que la structure, elle accueillait de plus en plus de gens atteints de pathologies psychiatriques et qu'il fallait qu'il y ait un turnover. Donc les gens qui pouvaient éventuellement reprendre vie avec l'extérieur, mon boulot, c'était de retrouver les familles d'origine. Donc là, j'ai pris sac à dos, chaussures, bâton de marche. Allez, de nouveau l'aventure. Et on est parti à la recherche des familles d'origine de ces patients qui étaient là depuis des années. C'était la sociologie, là, vraiment. Ouais, l'ethnologie, la sociologie. Parce que souvent, les gens pensaient que le mari ou le frère, la sœur, était tombé dans la rivière parce qu'il y avait eu un cyclone et qu'on ne l'avait pas retrouvé. Alors c'est souvent des gens qui habitaient dans ce qu'on appelle les hauts de l'île. Très très peu de familles en milieu urbain. Aller dans ce qu'on appelle les îlettes et dire nous au foyer on a telle personne qui s'appelle comme ça, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez entendu qu'elle a disparu il y a 10-15 ans et refaire du lien. Et on a permis comme ça à des patients de retourner vivre à l'extérieur. C'était vraiment un très chouette travail. Donc la réunion se passe. La réunion se passe, on rentre avec 2 bébés parce que franchement aller faire des enfants sur l'île de la Réunion, il n'y a pas mieux, il n'y a pas de contraintes. Donc avis à tous ceux et toutes celles qui veulent faire leurs enfants dans un magnifique cadre, vous conseillez la Réunion. Ah oui, complètement. Il n'y a pas de logistique, de vêtements, de machin, de tout, c'est trop bien, quoi. Donc, voilà, donc 2 enfants. On est rentré en métropole parce que mon père était très malade et qu'il y avait 2 choses. Je voulais absolument être avec lui. Et puis l'autre chose, c'est que les enfants avaient aussi des cousins et cousines, voilà, et que
Mon mari est méditerranéen et la culture de la famille, elle est omniprésente. Pour lui, c'était important que les enfants ne grandissent pas en dehors de la famille. Le moment était de rentrer. C'était le moment de rentrer. Retour en métropole. Et vous vous installez à Sénas. Alors là, Sénas, c'est toute une belle histoire. Alors Sénas, dites-nous. J'habite dans un lieu au pied de la colline de la Cabre. C'est une petite maison qu'on a trouvée qui correspondait à notre mode de vie. En fait, c'est ce qu'on appelle un cabanon, hein. Mais un cabanon, il y a 35 ans. Il y avait l'eau, il y avait l'électricité, il y avait même une ligne téléphonique, c'était incroyable. Et le propriétaire nous l'a loué contre une somme vraiment modique, contre l'entretien d'une parcelle d'à peu près 1 hectare. Et puis ce monsieur, il s'est retrouvé au chômage, il a dû vendre la petite maison, petit cabanon. Et depuis on est là, on n'en a plus trop bougé. Avant que je vous dise ce que je fais aujourd'hui, il y a eu une période de 22 ans à l'éducation nationale. C'est un grand moment. J'ai d'abord été assistante sociale scolaire. Collège principalement, et collège pas toujours très bien réputé, très facile, mais c'est là que je voulais aller travailler de toute façon, donc pour moi c'était pas un problème. Au bout de quelques années, je commençais pas à m'ennuyer, mais j'étais un petit peu trop un peu dans la routine. L'institution vous avez rattrapé? L'institution m'a rattrapé et pourtant j'ai beaucoup aimé ces années auprès des ados. J'ai passé un concours de conseillère technique, ça m'a beaucoup aidé au niveau technique, vraiment j'ai appris beaucoup de choses. J'ai été nommée conseillère technique départementale d'un directeur académique dans les Landes. J'ai passé 3 ans dans les Landes. Je me suis régalée. J'ai adoré les gens, j'ai adoré la culture, j'ai adoré la bouffe. Voilà, mais j'étais séparée des enfants et de mon mari pendant presque 3 ans. Donc retour dès que possible dans les Bouches-du-Rhône. Et c'est pas rien, je vous assure, d'obtenir une mutation dans les Bouches-du-Rhône. Il y avait un seul poste au moment où j'ai fait ma demande de mutation. Je savais que c'était un poste qui serait extrêmement éprouvant pour moi. Avant même de le prendre, je savais que ça serait très dur. J'ai été nommée conseillère technique adjointe du recteur d'académie d'Aix-Marseille. J'ai occupé ce poste pendant 4 ans. Et votre spécialité de conseiller, c'était? Je m'occupais du service social des personnels. 55 000 agents. J'avais, dans les meilleurs moments, 5 assistantes sociales pour s'occuper de tous les personnels en détresse. Enseignants, non-enseignants, personnel administratif, retraités. C'est pas difficile à vivre, ça? C'était l'incapacité à pouvoir répondre. Et du coup, ça me mettait dans ce qu'on appelle des injonctions paradoxales, c'est-à-dire quand j'avais envie de bien faire, de motiver l'équipe, et en même temps, je voyais en face que c'était juste pas possible. C'est une énorme machine. Est-ce que ça prend sur soi de vivre des choses comme ça? Complètement. Et je me suis retrouvée épuisée. Un épuisement de fond que j'ai absolument pas vu venir. Pourtant, j'avais une équipe très chouette, une conseillère technique qui était vraiment très bien, des collègues très bien, mais c'était pas ça le problème. Le problème, c'était effectivement les attentes de l'institution avec des moyens, mais tellement... Il n'y a pas de mots. C'est juste quand vous arrivez en commission pour pouvoir aider, équiper des personnes lourdement handicapées, que vous avez 50 dossiers à présenter, qu'avant même le début de la commission, on vous dit 3 pour vous, 3 dossiers aujourd'hui. Et encore, il va falloir batailler, il n'y en aura peut-être que 2. En tant que travailleur social, à un moment donné, c'est plus possible. Je me suis retrouvée très fragilisée, vraiment fragilisée. Et ma santé en a pris un coup. Je me suis retrouvée vraiment pas bien. Et j'ai pris la décision de sortir de l'éducation nationale. Aujourd'hui, c'est absolument sans regret. Parce que, mine de rien, même si c'était très dur comme poste, on n'imagine pas ce que peut être un poste comme ça, mais... On travaillait aussi sur la question, ce qu'on appelait un peu les dossiers sensibles, la pédophilie à l'intérieur de la structure, parce que plus vous avez d'enfants, plus vous avez d'adultes, statistiquement, vous savez qu'on a un risque effectivement de transgression, et on devait aussi travailler sur des situations comme ça, également sans beaucoup de moyens. Donc humainement, trop. Voilà, donc je me suis arrêtée et ça a été une année, la seule fois dans ma vie professionnelle où je me suis arrêtée, 1 an. 1 an pour me dire, bon, maintenant tu fais quoi ? Tu fais quoi de tout ce que tu as appris ? C'était pas du négatif, voilà. Et je me suis dit, en fait, j'ai appris plein de trucs et je vais les utiliser pour faire des choses qui me plaisent. Et en fait, ça a maturé. J'ai été beaucoup aidée par les amis et puis aussi par les amis de la transition, parce qu'en fait, ce que j'ai pas trop dit, c'est sur ces 22 années à l'éducation, en fait, quand on est rentré de la Réunion, on a tout de suite, on s'est rapproché du réseau de pays salonnais en transition à la grande époque où c'était
c'était avec Bruno Montel. C'est aussi le moment où j'ai rencontré les amis d'aujourd'hui qui sont les amis de tous jardiniers, l'association salonnaise. Et puis on s'est dit, on partage tous des valeurs communes, c'est chouette. Maintenant, on en fait quoi ? J'ai toujours, si vous avez bien compris, j'ai toujours été dans la pratique, dans le faire. Et donc, on a dit, en fait, l'alimentation nous questionne, le gaspillage alimentaire nous pose un vrai problème. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces... Voilà, comme une espèce de petite marguerite, là, comme ça. Je me souviens qu'on avait d'ailleurs travaillé sur une marguerite. Et puis, on a créé l'association Consommer Bocal, qui est née, donc, elle, en 2016, sur la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et on est parti donc rencontrer les maraîchers autour de Chalon, autour de chez moi, et poser la question de que faites-vous de vos invendus ? Comment vous travaillez sur les surplus ? Est-ce que c'est une question éthique pour vous ? Est-ce que ça vous pose une vraie question de conscience ? Parce que c'est le fruit de votre travail et puis il est perdu. Certains nous ont répondu on n'a pas le temps de s'occuper de ça parce qu'on est débordés. D'autres, on aimerait bien trouver une solution mais on ne voit pas quoi. Et puis quelques-uns ont dit vous pensez à quoi ? Comment vous pouvez nous aider ? Donc avec quelques-uns, on a commencé à récupérer les légumes en surplus, les légumes moches, les gueules tordues, tout ça. J'avais quand même, pendant ces 22 années, j'ai pris des fois un peu de congé. Et je suis partie faire un petit tour d'Europe à vélo, au sac à dos. Et je suis allée plutôt dans les pays de l'Est, Lettonie, Estonie, Roumanie. Et en fait, j'ai vu, en faisant du couchsurfing, du warm shower, on loge chez l'habitant, puis on passe un moment. Voilà. Il existe des mots français pour ça ? Il existe des mots français. Alors, c'est de canapé en canapé. Voilà, couchsurfing, c'est canapé en canapé. Et de me rendre compte qu'en fait, l'alimentation, elle était surtout basée sur des productions dans les jardins et on conservait tous les légumes en lactofermentation. Et là, je me suis dit, mais attends, on a la question de l'énergie, on y répond. On ne dépense pas d'énergie quand on fait la lactofermentation. On se nourrit bien, on a des probiotiques. En fait, d'un seul coup, il y a eu un truc, là, ça s'est réuni. Complètement. Que j'avais vu traverser des cultures avec des gens et plein de choses. Je me suis dit, voilà. Et quand je suis rentrée, effectivement, je me suis arrêtée sur cette année-là. Avec Consommer Bocal, le projet, c'était ça. C'est dire, on va montrer qu'on peut se nourrir autrement, sans que ça coûte beaucoup d'argent et surtout en refaisant du réseau autour de la question alimentaire. Et l'aventure était partie. 2 ans avec Consommer Bocal et avec des amis de tous jardiniers. Et au bout de 2 ans, j'ai dit, voilà, ça c'est sûr, je ne retournerai jamais à l'éducation nationale. Je vais ouvrir ma petite conserverie. Une petite conserverie solidaire, donc, qui s'appelait la Bocomobile au départ. Voilà, quand on était en association et qui est devenue aujourd'hui donc Sapalpille grâce au support finalement de l'association Consommer Bocal. Donc j'ai pu me dire allez, tu vas partir sur ce bout de chemin qui te passionne et j'y suis toujours. La progressiste est devenue conservatrice. Ah non, je suis pas conservatrice, ça c'est un tacle. Mais c'est vrai que je fais des conserves, voilà, qu'on peut garder très longtemps sans avoir besoin de les chauffer, sans avoir besoin de les maltraiter, voilà, ni par les pesticides, ni par la chaleur. Alors aujourd'hui, le projet ? Le projet aujourd'hui, c'est dans 1 an, je suis à la retraite. J'aimerais beaucoup transmettre et en fait, au cours des 6 ans de Sapalpille, j'ai fait beaucoup de formations parce que ça faisait partie des statuts de la SASU déjà et de l'éthique de la conserverie. Je savais très bien que ça durait que quelques années. Je voulais absolument transmettre ce savoir-faire, donc j'ai fait beaucoup de formations et depuis 3 ans particulièrement sur les formations à porteurs de projets. Et aujourd'hui, vous êtes satisfaite de tout ce travail ? Carrément, parce qu'aujourd'hui, en France, je dois avoir au moins une bonne vingtaine de conserveries qui se sont réellement ouvertes et puis beaucoup d'autres qui sont en maturation. Ça, c'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas partir à la retraite sans avoir bouclé la boucle. Et aujourd'hui, la boucle est bouclée ? Elle est quasiment bouclée. Là, je vais commencer à chercher un repreneur, une repreneuse, quelqu'un qui voudrait reprendre le flambeau parce que tout y est, quoi. Donc, il y a juste à continuer l'aventure. Donc, ça en fait partie. Dès l'année prochaine, dès que je suis à la retraite, je prends mon vélo et je pars faire un tour d'Europe à vélo où on a déjà un petit peu un parcours qui serait d'aller à la rencontre des projets qui tournent autour de la question de l'alimentation. Et entre autres, la question de la sécurité sociale de l'alimentation. Ça permettrait à tout le monde, comme une carte de sécurité sociale pour la santé, d'avoir un minimum financier pour pouvoir manger décemment et ne plus être obligé d'aller au resto du cœur et retrouver un peu de dignité en achetant soi-même effectivement de quoi pouvoir survivre.
Il y a beaucoup de projets qui commencent à émerger en France. Il y en a pas mal dans d'autres pays d'Europe. On va passer par l'Allemagne, Lettonie, Estonie, Roumanie. On redescendra par la Roumanie et on finira le périple à Athènes, où on a un quartier qui s'appelle Exeker, et qui est un quartier, c'est une forteresse de résistance qui accueille des migrants, mais qui accueille aussi plein de projets autour de la question de la santé et de l'alimentation. Il y a cette recherche d'expérimentation alternative, et duplicable et adaptable à tous les secteurs. Complètement. Et une mobilité douce, du temps, une année pour pouvoir faire ça. Et voilà, terminer peut-être en Grèce, je disais, on a vu les responsables du projet, c'est Yannis Yoluntas qui a fait plusieurs films absolument magnifiques. Il a fait des films en plein milieu des combats urbains, quand la police attaque le quartier pour déloger les migrants, pour détruire toute l'alimentation, casser le dispensaire. Et donc il a fait des films d'alerte extrêmement puissants. Il y en a un qui s'appelle Je lutte donc je suis, Ne vivons pas comme des esclaves. Et puis un dernier film qui vient de sortir. Le papa militant serait très fier de sa fille. Je pense que oui. Avec le recul de toutes ces années, finalement aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur par rapport à tout ce que vous avez fait ? Je crois que c'est vraiment la transmission, c'est-à-dire comprendre comment ça marche, le raconter, l'expliquer, le transmettre. Vraiment pour que d'autres personnes puissent prendre le flambeau. Et je me doutais un petit peu que ce projet de conserverie, il m'amènerait vers ça, mais pas à ce point, parce qu'au départ, j'étais partie pour faire simplement des légumes lacto-fermentés, des kéfirs, de l'ail noir, plein de trucs bons à manger. Mais en fait, je n'avais pas mesuré. Il y a un impact pour notre santé, mais l'impact le plus important, c'est l'impact humain. Et le nombre de personnes que j'ai revues qui m'ont dit « Mais alors, tu nous as ouvert l'esprit quelque part sur le fait qu'on pouvait vivre aussi dans la décroissance, parce que moi je gagne très peu d'argent avec cette conserverie. J'ai vraiment l'impression d'être extrêmement riche parce que je mange à ma faim, j'ai un lieu sécurisant, j'ai un peu plus d'1 hectare, je cultive plein de trucs, je m'occupe des cueillettes sauvages, enfin, je suis capable d'être quasiment en autonomie alimentaire au moins. Je vis dans un bel endroit qui me permet, quand il y a des coups durs, de trouver la sérénité. Ça, c'est un lieu protecteur. Donc la décroissance vous a permis de grandir. On peut le dire comme ça. Oui, ça m'a permis de grandir. Quel message vous auriez envie d'envoyer à toutes ces femmes que vous avez croisées, et surtout celles qui vont vous écouter, qui parfois vivent des choses pas faciles? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai peut-être envie de leur dire que parfois on a l'impression qu'on ne sait rien, qu'on n'a rien appris, qu'on n'a pas beaucoup de culture, qu'on n'a pas beaucoup de références. Mais en fait, quand on regarde finalement le chemin qu'on a fait, que ce soit les femmes ou les hommes, on a énormément des savoir-faire, un peu des outils dans le sac à dos. Juste, on ne sait pas bien les utiliser, on ne sait pas bien s'en servir. Même si on pense qu'on n'est pas allé longtemps à l'école, on a une estime de soi très très faible, en fait, il faut aller réinterroger ça. Il faut se dire, mais non, finalement, mon mari, là, qui me tape dessus depuis des mois, des années, que j'ose pas effectivement affronter, que j'ose pas aller vers la loi pour me faire protéger, etc. Qu'est-ce que moi je sais faire? Et se reposer la question de ses compétences. Mais ça, il faut être parfois un petit peu accompagné. C'est pas toujours évident. En conclusion, pour vous, les héroïnes au quotidien, ce serait quoi? Oh, les héroïnes au quotidien, mais il y en a plein. Il y en a tellement autour de moi, mais elles le savent pas. La différence, elle est là. Merci Sylvie pour votre témoignage qui illustre ce que sont autour de nous les héroïnes au quotidien. Merci à Nathalie Bossard et toute son équipe de l'Image en Jeu pour leur dynamisme et leur confiance. À très vite pour de nouvelles découvertes sur le Mistral Social Club.